RDC, 77 rebelles du M23 se rendent à Walikale, Goma sous haute tension. La tension remonte d'un cran dans le Nord Kivu. Alors que 77 combattants du M23 viennent de se rendre à Walikale, un mystérieux avion a survolé Goma ce 10 novembre, semant la panique dans une ville déjà meurtrie par des mois de guerre. Africa Flash revient sur cette journée explosive, entre reddition, confusion aérienne et colère des patriotes Wazalendo face aux négociations de Doha jugées illégitimes. Bonsoir à vous, chers auditeurs d'Africa Flashes. Ici, la voix de la vérité et du courage congolais. Nous sommes le lundi 10 novembre 2025, une date qui s'inscrit déjà dans l'histoire tourmentée du Nord Kivu. Ce jour-là, dans la province déchirée par des années de guerre, un événement inattendu a redonné un souffle d'espoir. 77 rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, ont déposé les armes et se sont rendus à Walikale. Une reddition collective, rare, dans une guerre où la peur, la propagande et les souffrances humaines se confondent depuis trop longtemps. Tout commence à l'aube, dans les collines brumeuses de Walikale, territoire stratégique au cœur du Nord Kivu. Les habitants, fatigués mais vigilants, voient surgir des silhouettes épuisées, vêtues de treillis défraîchis, les visages creusés par la faim et la fatigue. Ces hommes, anciens combattants du M23, avancent les mains levées vers les positions tenues par les patriotes Wazalendo. Ces derniers, encadrés par les forces armées de la République démocratique du Congo, les observent d'un œil méfiant avant de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une embuscade, mais d'une capitulation. Selon les premiers rapports transmis à Africa Flashes par la 34e région militaire, ces rebelles auraient fui leur rang après plusieurs semaines de privations et d'affrontements meurtriers dans les forêts entre Masisi, Rutshuru et Nyiragongo. Ils étaient à bout de souffle, ils avaient faim, ils avaient peur, confie le major Dieudonné Kasser-Rik, porte-parole de l'armée congolaise. Parmi eux, on trouve d'anciens policiers, d'ex-soldats des FARDC, enrôlés de force, mais aussi de jeunes recrues fraîchement endoctrinés par la coalition RDFM 23. Tous ont été cantonnés à Walikale en attente de leur transfert vers Kisangani dans la province de la Tshopo, où ils devraient être interrogés et pris en charge par les autorités militaires. Cette reddition porte à plus de 577 le nombre total de combattants du M23 ayant abandonné la rébellion depuis 2 mois. Un signe, selon plusieurs observateurs, que la machine de guerre rwandaise commence à se fissurer. Beaucoup d'entre eux ne croient plus à la victoire, affirme un officier Wazalendo rencontré sur le terrain. Ils comprennent que la RDC ne cédera plus, que le temps du chaos imposé depuis Kigali touche à sa fin. Mais si la reddition de ces 77 hommes marque un tournant symbolique, elle ne suffit pas à apaiser les douleurs d'une population prise au piège des combats. À quelques dizaines de kilomètres de là, dans les territoires de Masisi et Rutshuru, les affrontements se poursuivent sans répit. Les patriotes Wazalendo, épaulés par les FARDC, affrontent la coalition RDF-M 23 avec une détermination qui force le respect. Dans chaque colline, chaque village, on sent la même volonté, défendre la terre congolaise jusqu'au dernier souffle. Pourtant, derrière les lignes, la souffrance humaine s'intensifie. À Kitiangala, près de Kalehe, plus d'1 millier de déplacés vivent entassés dans les bâtiments délabrés d'une ancienne école primaire. Les cris d'enfants affamés se mêlent au silence résigné des femmes qui n'ont plus rien à donner. 4 mois déjà, sans la moindre aide alimentaire.
Seule l'Organisation internationale pour les migrations est récemment intervenue, distribuant quelques casseroles, bâches et nattes. Un geste symbolique mais dérisoire face à l'ampleur du désastre. Certaines familles, réduites à l'extrême, ont revendu le peu de matériel reçu pour acheter de quoi survivre quelques jours de plus. Mauro Patience, responsable des déplacés, tire la sonnette d'alarme. Nos femmes accouchent sans soins, sans médicaments, sans espoir. Même les consultations prénatales ont disparu. Dans cette guerre où tout manque, les femmes paient le prix le plus lourd. Violence, insécurité, pauvreté. Le corps féminin est devenu un champ de bataille. Pendant ce temps, sur le front diplomatique, une autre bataille se joue. À Doha, loin des collines du Kivu, des pourparlers se poursuivent entre représentants du gouvernement congolais et émissaires de la coalition RDF M23. Mais ces discussions sont perçues avec suspicion à Goma, Bukavu et Rutshuru. Les patriotes, Wazalendo, regroupés au sein du mouvement des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, dénoncent des négociations menées à huis clos et sans légitimité. Dans un communiqué signé depuis Rutshuru par leur porte-parole, Jules Mulumba, les VDP déclarent suivre, avec un sens élevé des responsabilités patriotiques, les tractations en cours, tout en mettant en garde contre tout accord signé sans la participation des véritables défenseurs du territoire national. Nous combattons, nous souffrons, nous protégeons le peuple, écrivent-ils. Et l'on voudrait décider de l'avenir du Congo sans nous? C'est inacceptable. Leur colère est partagée sur le terrain. À Rutshuru, le général autoproclamé Dominique Narut, chef du Conseil des forces pour la défense du peuple, continue de mener la résistance dans la chefferie des Bwito. Les combats y sont d'une violence inouïe, opposant des patriotes, souvent mal équipés, mais portés par la foi et le devoir, à une armée rebelle, soutenue par Kigali et armée de drones, de chars légers et d'armes modernes. Et puis, alors que le front brûle encore, un événement inattendu vient troubler l'atmosphère. Un avion inconnu survole Goma à basse altitude. Il est 8h12, ce lundi 10 novembre 2025. Les habitants, habitués aux bombardements et aux vols militaires, lèvent les yeux vers un ciel qu'ils croyaient silencieux. L'appareil, identifié comme un Boeing 767-338R, immatriculé 4XIR, traverse l'espace aérien de la ville avant de poursuivre vers le corridor reliant Bukavu à Bujumbura. Puis, soudainement, son transpondeur s'éteint. La panique s'installe. L'aéroport international de Goma étant officiellement fermé depuis janvier 2025 en raison des combats, la présence d'un tel avion dans un espace aérien interdit soulève 1000 questions. S'agissait-il d'un appareil espion, d'un vol humanitaire non déclaré ou d'une mission militaire étrangère? Pour l'instant, aucune autorité n'a donné d'explication claire. Depuis la fermeture de l'aéroport, les pistes de Goma sont à l'abandon. Les bombardements successifs de la coalition Air, DFM-23, ont gravement endommagé les infrastructures. Les vols commerciaux, les missions humanitaires, tout a été suspendu. Même les avions de la MONUSCO n'atterrissent plus. Dans cette ville fantôme, où le ciel appartient désormais aux drones et aux cauchemars, l'apparition d'un Boeing civil ne peut être anodine. Certains témoins affirment avoir vu l'appareil virer en direction du lac Kivu avant de disparaître. D'autres soutiennent qu'il aurait survolé des zones proches du front avant de couper tout signal. On a cru que c'était un bombardement, raconte un habitant du quartier Katindo. Les enfants criaient, les gens couraient partout. Le souvenir encore vif des frappes de 2023 et 2024 hante la population. Ce survol mystérieux
intervient à un moment critique. L'armée congolaise, après plusieurs mois de repli stratégique, reprend progressivement du terrain dans le nord Kivu. Les FARDC consolident leur position à Walikale, tandis que les patriotes Wazalendo assurent le contrôle des zones libérées. La reddition des 77 rebelles du M23 est perçue comme un signe de faiblesse de l'ennemi, mais aussi comme une victoire morale pour le camp congolais. Pourtant, l'équilibre reste fragile. Les infiltrations continuent, les sabotages se multiplient et les populations civiles demeurent les premières victimes. À Goma, les prix des denrées explosent. Un sac de farine coûte désormais 3 fois son prix de 2024. L'électricité est rare, l'eau encore plus. Et malgré tout, la vie s'accroche. Les églises se remplissent chaque soir. Les prières montent plus haut que le bruit des armes. Dans les coulisses, le gouvernement de Félix Tshisekedi maintient sa ligne. Aucune négociation directe avec les rebelles tant que ceux-ci occupent le territoire congolais. Cette fermeté agace certains partenaires étrangers, mais elle rassure la population, lassée des compromis et des accords qui n'apportent jamais la paix. Le souvenir des processus avortés de Nairobi, Luanda et Doha est encore brûlant. À Walikale, pendant ce temps, les 77 Reddit attendent leur transfert. Certains se disent soulagés, d'autres inquiets. L'un d'eux, un jeune homme de 22 ans, originaire de Rutshuru, murmure « Je veux juste rentrer chez moi. On m'a dit qu'on allait libérer le Congo, mais j'ai compris qu'on nous utilisait. » Ces mots résonnent comme un écho amer de cette guerre de manipulation, où des vies entières sont jetées dans la boue pour servir des ambitions étrangères. Le soir tombe sur le Kivu. Les collines s'assombrissent, les feux des camps de déplacés scintillent au loin. Une voix monte d'une radio locale. Ici, Africa Flashes, la vérité du Congo. Dans cette obscurité, un souffle d'espérance persiste. Chaque reddition, chaque geste de paix, chaque regard tourné vers l'avenir est une petite victoire contre la fatalité. Car le peuple congolais a trop souffert pour renoncer maintenant. Il se bat, il résiste, il croit, et à travers lui, la RDC continue de se tenir debout. Voilà, le débat refait surface. Faut-il débaptiser le mythique stade Tata Raphaël à Kinshasa? Certains plaident pour un nouveau nom, Mohamed Ali ou Georges Foreman, en hommage au combat historique de 1974. L'idée divise sur les réseaux sociaux et dans les rues de la capitale. Les avis s'affrontent. Pour certains Kinois, Tata Raphaël, ce n'est pas qu'un nom, c'est toute une histoire chargée de mémoire. Diane Balaka, Bobet Teyenga, Diego Mapangala signent ce grand reportage. C'était un des grands événements sportifs du XXe siècle. Les combats opposant Mohamed Ali à Georges Foreman a eu lieu dans ces mythiques stades Tata Raphaël un 30 octobre 1974. Historique avec près de 100 000 spectateurs et des milliers de téléspectateurs à travers le monde. Toutefois, l'histoire de ces stades remonte à l'époque coloniale 51 ans après. Kinshasa veut capitaliser ses souvenirs avec un changement de nom de ces stades qui a traversé les époques. L'idée divise. Pour ou contre, la question s'était invitée sur les réseaux sociaux, dans les rues de Kinshasa et même sur le plateau télévisé. Père Raphaël, c'est un monument dans ce pays. Quand vous voyez l'école Saint-Raphaël, vous voyez l'école Saint-Pierre, vous voyez, c'est lui l'initiateur du football. Il a créé l'AS Vecler, il est le cofondateur de Daring Club Motema Pemi. En plus, selon l'histoire qu'on a pu requérir que mosquée là-bas a été conçue pour le combat d'Ali Foreman. J'ai préféré ceci que l'initiateur de ce projet, qu'il parte là-bas à Isoké, il y a un mosquée là-bas. Le mosquée là, il peut rebaptiser ce mosquée-là au nom de Ali Foreman, pas ce stade. Comme l'histoire de ce grand baobab de boxe, dans l'histoire du monde, par rapport à combat naïe, Ali Foreman,
Ali Bomaye. Quant à moi, je vois aucun inconvénient. Tata Raphaël, lui, reste une figure emblématique du sport congolais, un homme, une histoire et un stade indissociable. Ce stade Tata Raphaël, c'est un stade mythique. Si je dis mythique, pourquoi? Parce que toute l'histoire du football congolais s'est passée dans ce stade. En commençant par les Léopards. Toutes les coupes que les Léopards ont remportées en 68 et en 74 ont été jouées dans ce stade. Toutes les coupes, les trois premières coupes de Mazembe Anglebert tout-puissant, c'est au stade Tata Raphaël. Vous avez 20 clubs qui est sorti champion en 73, c'est toujours le stade Tata Raphaël. Et le plus grand événement footballistique, c'est quand le roi Pelé, en 1967, est venu jouer dans ce stade. À la faveur de la révolution du Impair, en 1970, on va débaptiser le stade du 20 mai. C'est ainsi que, quand l'AFDEL est arrivé, on est revenu vite à la dénomination de stade Tata Raphaël. Parce que le stade là, ce n'est pas un stade de boxeurs, mais c'est un stade de footballeurs. Quand bien même Ali et Foreman se sont battus là-bas, mais c'était un épiphénomène. C'était une situation passagère qui ne peut pas renverser toute une histoire du football congolais du nom de Tata Raphaël. Cette idée de débaptisation s'inscrit dans le cadre des préparatifs du cinquantenaire du combat du siècle. Entre mémoire et modernité, la question reste ouverte. Faut-il rebaptiser le stade ou préserver son histoire? En entendant, Tata Raphaël demeure un symbole fort du sport congolais et de tout un pan de la mémoire collective. Et puis ce deuxième dossier de la rédaction, le recours à l'imagerie médicale revêt une importance particulière dans le diagnostic et la prise en charge de certaines pathologies, notamment le cancer du prostate. Ce constat a été fait par Blandine Wavingana à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la radiologie. L'imagerie médicale avec utilisation des machines performantes joue un rôle crucial dans le dépistage, le diagnostic et le suivi de plusieurs maladies. C'est le cas par exemple du cancer de la prostate. Un spécialiste en urologie explique. Le cancer de la prostate est une maladie du sujet âgé. Il se caractérise par définition par une prolifération anarchique des cellules localisées au niveau de la prostate. Et le type histologique que donne cette maladie, c'est l'adénocarcinome de la prostate. L'adénocarcinome de la prostate se manifeste chez les sujets âgés généralement, très fréquent chez le noir, à partir de 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans. Il se localise au niveau de la prostate et il s'accompagne des signes particuliers. En fait, au début, on ne voit pas des signes de la maladie. La maladie est encore bien localisée dans la prostate. Et en ce moment-là, personne ne va consulter. Sauf pour un dépistage, par hasard, on peut décider qu'il y a un problème. Cependant, pour avoir plus de précision sur cette maladie, le médecin demande quelques examens d'imagerie médicale. Bon, les examens que nous réalisons, c'est plus l'échographie. L'échographie déjà peut vous orienter vers un cancer de la prostate. Et en dehors de l'échographie, nous pouvons réaliser aussi l'imagerie par résonance magnétique de la prostate qui doit aussi nous orienter vers un cancer de la prostate. Les résultats que nous avons sont vraiment fiables par rapport à ces examens et les cliniciens sont souvent satisfaits parce qu'on arrive à détecter les problèmes chez les malades par rapport aux problèmes prostatiques qu'il peut y avoir. Et les cliniciens savent déjà qu'il faut voir peut-être s'il y a une rétention des urines. Il sait déjà qu'il peut poser une sonde facilement parce que la cause c'était une augmentation du volume de la prostate. Donc l'imagerie est très essentielle dans cette situation-là. Sinon sans imagerie, on ne peut rien faire. Le médecin spécialiste en urologie, le professeur Dr Loposo, a quant à lui reconnu également l'apport de l'imagerie dans la prise en charge du cancer de la prostate. L'imagerie médicale a un grand impact parce que quand je vois des anomalies, quels sont les examens que je commence à demander? Je demande l'échographie prostatique, mais généralement je demande l'échographie réno-vésico-prostatique. Dans cette échographie, nous allons voir
l'état de la prostate. Nous allons voir le poids, nous allons mesurer le poids de la prostate par une formule particulière. Nous allons apprécier la surface de la prostate. Est-ce que la surface est régulière? Nous allons voir s'il y a des nodules hypoécogènes qui peuvent signifier qu'il y a une maladie prostatique. À l'occasion de la commémoration de la Journée internationale de l'imagerie, célébrée le 8 novembre, un appel a été lancé aux professionnels de ces secteurs. Que tous les praticiens de la radiologie puissent s'informer davantage, acquérir de nouvelles connaissances dans la prise en charge des différentes pathologies que nous pouvons rencontrer sur le terrain. Avec l'évolution de l'imagerie, chaque formation médicale ou centre de diagnostic est censé organiser des formations au recyclage afin d'outiller les professionnels de la radiologie dans les nouvelles technologies.